Chapitre 13. Le cas Francesca Scodelario. Partie 2. Eldet Grisbrum. Eldet Grisbrum, hein? Eldet Grisbrum. Était-ce donc lui qui m'avait fait espionner sur le chemin du retour? Ça me semblait bien trop gros pour être vrai. Bien sûr, en m'alliant à Francesca Scodelario, je savais que je me ferais beaucoup d'ennemis. Je savais également qu'il me fallait me méfier de ce haut elfe. Mais comment pouvait-il se douter, lui qui n'avait même pas daigné mettre les pieds ici, que j'étais Monsieur S et que j'emprunterais ce chemin pour rentrer chez moi? Si jamais c'était bien lui derrière tout ça, cela signifiait qu'il possédait une force de frappe majeure et des espions extrêmement doués. Pourtant, ceux de la dernière fois avaient beau être 4, ils s'étaient fait réduire en charpie par William. Non pas que le petit Le Borgne n'était pas un adversaire redoutable, mais des espions professionnels n'auraient jamais été repérés par un jeune garçon à la formation non achevée. Toute cette histoire ne semblait comme orchestrée de toutes pièces. J'avais la désagréable impression de participer à mon insu à une gigantesque pièce de théâtre grandeur nature. Mais si c'était le cas, il me fallait découvrir qui tirait les ficelles. Qui pouvait pousser ces hommes à risquer leur vie de la sorte dans l'unique but de me tromper en me mettant sur la mauvaise voie? Si la réponse pouvait paraître évidente à première vue, tout semblant pointer vers Francesca, je commençais néanmoins de plus en plus à douter de sa culpabilité à elle aussi. Bien sûr, elle avait déjà montré une certaine curiosité quant à ma véritable identité. De plus, elle aurait très bien pu profiter de son arrivée ici pour déposer quelques-uns de ses espions dans les alentours afin d'en apprendre un maximum sur moi, et ce, même si ça signifiait les envoyer à l'abattoir. Après tout, à l'instar de ses maris, cette femme avait la capacité de pousser les hommes à mourir pour elle rien qu'en le leur demandant. Il aimait bien trop pour la dénoncer ou lui refuser quoi que ce soit. D'ailleurs, c'était elle qui fut la première à me parler d'Eldet Grisbrum, et, comme par hasard, ces espions avouent travailler pour le compte du haut elfe du Nord le jour même où j'appris son existence. Certainement un moyen pour Francesca de se débarrasser d'un ennemi à elle sans se salir les mains ou être impliquée directement. Si je me chargeais de faire le sale travail pour elle, elle aurait le beurre, l'argent du beurre, et l'assurance que personne ne puisse jamais remonter jusqu'à elle. Cependant, il y avait trop de failles pour que je puisse l'accuser d'en être la fomenteuse. Une femme aussi méticuleuse qu'elle n'aurait jamais osé s'en prendre à moi si tôt et par des moyens si grossiers. Elle aurait fait preuve de plus de finesse, de plus d'ingéniosité. De plus, elle avait tout à perdre en prenant le risque de me faire douter d'elle. Le simple fait qu'elle ait accepté de mettre sa rancœur envers le borgne de côté pour me plaire était une raison suffisante pour me prouver à quel point elle était prête à faire des sacrifices pour obtenir ma confiance. Jamais elle n'aurait tout gâché de la sorte. Or, si l'ennemi que je recherchais n'était ni Grisbrum ni Scodelario, qui était-ce? Cette interrogation m'occupait l'esprit depuis quelques jours déjà. Alternant entre mon lit, mon tapis à jouer, ma bassine et les marches de l'entrée de ma maison, je ne fis rien d'autre de mes journées que de réfléchir à qui pouvait bien être le commanditaire de ces hommes. Je dessinais des tableaux, formulais des hypothèses, élaborais des plans, mais je restais dans le flou. Lorsque Helena fit son apparition à Koursk distribuant le courrier à tous les villageois, elle s'arrêta devant moi quelques instants. Restant dans son personnage, elle me tendit une lettre, à l'enveloppe jaune, sans faire le moindre commentaire ou le moindre geste suspect. « Et voilà pour toi, jeune homme, » me lança-t-elle avant de reprendre sa route. Savoir qu'elle pouvait me tutoyer devant le reste du monde tout en étant la seule à connaître ma véritable identité, et ce sans que je puisse la punir pour son impertinence, devait alors lui procurer une jouissance indescriptible. Enfin, si jamais ça l'amusait. Cela n'avait pas d'importance. Je m'empressai de déchiffrer l'enveloppe tout en me dirigeant vers le grand lac qui bordait le village. Bien que le feu restait en mon esprit le meilleur moyen de se débarrasser pour de bon d'une lettre, l'eau demeurait plus qu'efficace lorsqu'il fallait faire disparaître le papier. C'était un message de Le Borgne que je venais de recevoir. Il m'affirmait que Scodelario avait joué franc jeu. Ils étaient bien arrivés au manoir de la marquise, comme convenu, et il put bel et bien apercevoir le lendemain sa sœur entrer dans une sorte de grande tour, escortée par un homme élégant aux habits noirs classieux et aux gants blancs. C'était une bonne nouvelle. Il m'expliqua également que Francesca avait fait envoyer un messager à cheval en direction de l'ouest du royaume et que Luther devait certainement être en train de s'entretenir avec lui alors qu'il était. Il conclut en m'informant qu'il revenait au quartier général. Je devais comprendre par là qu'il espérait que l'on rediscute de tout cela ensemble dans la soirée. Ce n'était pas vraiment le jour où nous étions censés nous réunir, mais au vu de la situation, j'avais besoin de leur avis à tous pour percer le mystère. Aussi, je pris la décision de m'y rendre en m'équipant d'une arme cette fois. Le problème, c'est qu'il n'y en avait pas vraiment à mon goût. Bien sûr, j'aurais pu piocher dans les couteaux de mon père, voire dans tout notre arsenal une fois sur place, mais quelque chose me dérangeait. Je ne trouvais rien dans tout notre attirail qui me convenait. Les guerriers ont leurs haches,
les archers ont leur arc. Mon arme à moi a toujours été l'encre sur le papier. Seulement, quoi qu'on dise expression, lors d'un affrontement, la plume n'est pas plus forte que l'épée. Il me fallait trouver un moyen de défendre mon intégrité physique, quelque chose qui m'irait bien. Faute de mieux, je choisis de me rabattre sur un petit couteau. Mais ce n'était rien de bien exceptionnel, juste un choix par défaut en attendant que je trouve l'arme idéale. Quoi qu'il en soit, je choisis de me rendre une fois de plus dans l'ancienne demeure d'Huttington cette nuit encore. J'espérais très sincèrement que nous serions capables de trouver une solution à notre problème, ou à défaut d'en envisager une au moins. Je fis s'installer tout le monde autour de la table, et je demandai à ce que l'on m'apporte un verre d'eau pour étancher ma soif. Le temps qu'Helena ne m'apporte ce dernier, j'adressai un signe de la tête à Luther pour qu'il passe au cœur du sujet sans plus attendre. Ce dernier commença alors à réexpliquer la situation à tout le monde. Mon verre d'eau fraîche finit par arriver. Voilà donc où nous en sommes. Grâce à Francesca Scodelario, nous venons d'étendre l'influence du gant noir sur une bonne partie du sud du royaume. Ce n'est qu'une question de temps avant que les dernières fortes têtes ne soient raisonnées ou tranchées. Problème, nous sommes apparemment en ce moment même surveillés par des sortes d'espions qui disent travailler pour le compte d'un certain Eldet Grisbrum, présenta Luther. Des bons gros tocards, rajouta William, qui avait lui aussi eu droit à siéger autour de la table, au vu de ce qu'il avait accompli 5 jours auparavant. Ils étaient 4, et il n'y en a pas un qui a réussi à tenir plus de 15 secondes. Si bosser vraiment pour Grisbrum, j'espère qu'il est payé des misères. J'ai ramené leurs cadavres à la base pour les fouiller. Je les ai déposés au sous-sol. Et en vidant leurs poches, figurez-vous que j'ai retrouvé des fioles de poison, et pas n'importe lequel. Du poison elfique, s'il vous plaît. Uniquement trouvable sur l'île des miracles. Mon père Gaius m'en faisait avaler à petite dose pour que j'augmente ma résistance à ces derniers, et que je sache les identifier au goût et à l'odeur. Bon. Eh ben voilà une affaire rondement monnaie. Plus qu'à trouver cet elfe du Nord, et à lui passer un savon, s'exclama alors l'oncle de William tout en s'étirant. Le problème, c'est que ça m'a tout l'air d'être une ruse de Scodelario pour qu'on s'en prenne à lui. Rappelez-vous qu'en termes de poison, elle reste la championne toute catégorie. En somme, il n'y a pas vraiment de raison pour Grisbrum d'envoyer des espions aussi incompétents soient-ils dans la région s'il n'a rien à y gagner, souleva Luther. Ouais, mais je pense justement que si, expliqua le borgne. Si jamais il savait qu'elle allait venir ici, il a très bien pu envoyer ses espions dans la zone au préalable, et à défaut de tenter quoi que ce soit contre elle, il aurait pu être chargé de s'occuper de ses alliés à la place, Monsieur Est notamment. Baliverne, cette femme est une vipère. C'est elle qui est entourée d'espions, pas Grisbrum. J'ai fait mes recherches. Lui, c'est un paranoïaque qui donne surtout sa priorité à sa garde rapprochée et au pot de vin, affirma mon bras droit. Scodelario est peut-être une sacrée salope, mais elle n'a pas le monopole de l'espionnage pour autant. Pour le coup, elle a même tenu ses engagements auprès du gant noir. Quel intérêt aurait-elle à tout gâcher comme ça du jour au lendemain? Aucun. Là où l'autre Eldet, il a tout à gagner en coupant l'herbe sous le pied de tout le monde. Si t'avais mon expérience en interrogatoire musclé, tu saurais qu'en règle générale, quand un type craint vraiment pour sa vie, il va pas chercher à te mener en bateau, bien au contraire. Il te récite tout ce qu'il sait comme une poésie dans l'espoir de survivre un jour de plus, rétorqua mon exécuteur. Me désintéressant peu à peu de la discussion entre mes deux hommes les plus fidèles, me rendant compte qu'ils ne faisaient que ressasser tout ce que je m'étais déjà dit tout seul, je commençais à accorder plus d'intérêt à mon verre d'eau. Je la grippais d'une main, faisant tourner le précieux liquide à l'intérieur. Je pouvais y voir mon reflet, comme j'étais laid. Ce déguisement faisait ressortir mes plus vilaines tares physiques. Me perdant dans mes pensées, j'entamai un long questionnement interne sur la cruauté du monde dans lequel nous étions. Pourquoi est-il des gens aussi beaux que Francesca Scodelario, et d'autres aussi repoussants que mon alter ego? Pourquoi est-il des gens aussi puissants que nous, et d'autres aussi faibles que les villageois de Kursk? Comment expliquer qu'il y ait des êtres aussi purs que ma mère, et d'autres aussi cruels que son fils? Je fus sorti de cette intense réflexion quand j'entendis le ton monter entre Luther et le borgne. « Et moi, je te dis que c'est elle qui est derrière tout ça. C'est comme ça qu'elle procède à chaque fois. Elle manipule tout le monde pour en arriver à ses fins. Si tu ne parviens pas à voir que tu joues dans son jeu, alors ce n'est pas le borgne qu'il faut appeler, mais l'aveugle !» s'exclama Luther en se levant de sa chaise tout en pointant son détracteur du doigt. « Waouh, quelle originalité, on me l'avait jamais faite celle-là, dis donc. Lorsque t'auras fini de faire ce genre de réflexion à 2 balles, peut-être que tu voudras qu'on cause comme des hommes, et là je peux te garantir que c'est pas Scodelario qui sera derrière tout ça, rétorqua-t-il en se levant lui aussi tout en se craquant les poings. Les garçons, s'il vous plaît, tenta vainement de prononcer Helena, pendant que William roulait de l'œil, s'impatientant du temps que prenait le début du pugilat. Taper le plus fort ne fait pas de toi celui qui a raison dans l'absolu, Victor. Je suis intimement persuadé que c'est elle qui a fait le coup, et ce n'est pas en étant violent que tu prouveras quoi que ce soit.
Peut-être, mais ça me détendra, c'est déjà pas mal. Oh, mais je suis certain que Monsieur S est très heureux de savoir que tu consacres plus d'intérêt à satisfaire ton petit confort personnel plutôt qu'à essayer de résoudre les problèmes vraiment importants. Ça fait 3 plombes que je t'explique pourquoi je pense que c'est ce Eldest Grisbrum qui a fait ce coup. Si tu comprends toujours pas ce que je te dis, c'est soit que tu le fais exprès, soit que t'es un putain d'attardé. Je te rappelle que c'est censé être moi les muscles ici, et toi les cerveaux. Enfin, le deuxième cerveau. Précisément. Et c'est pour ça que tu devrais rester à ta place de grosse brute qu'est la tienne et laisser les gens avec 2 neurones encore en état de marche discuter entre eux. Alors toi, j'espère que tu tiens pas trop à tes dents parce que là je sens qu'elles vont finir tout droit enfoncées dans ton trou du... Le bruit d'un verre porté à des lèvres. Le son d'une eau commençant à doucement descendre dans un œsophage. Puis, le silence. Luther, le borgne, William et Helena retournèrent lentement leurs visages angoissés vers moi. Leur querelle avait été si intense qu'ils en avaient oublié ma présence. Je me rafraîchissais en me délectant de ce bon verre d'eau, gorgée après gorgée. Le simple fait d'entendre un bruit, venant de moi, avait suffi à ce que chacun d'entre eux ne reprenne ses esprits. Un chef charismatique est un chef que l'on respecte même lorsqu'il ne prend pas parole. Profitant de ce lourd instant sans bruit, chacun d'entre eux commençait à anticiper ma réaction une fois que j'aurais reposé ce verre sur la table. Les 2 belligérants se rassirent à leur place, sans que je n'aie quoi que ce soit à leur ordonner. Ils savaient qu'ils étaient allés trop loin. Je ne voyais aucun intérêt à en rajouter ou à remuer davantage le couteau dans la plaie. Une fois mon verre vidé de son contenu, je pris le temps de le reposer sur la table. Lentement. Je relevai alors les yeux vers eux. Je fis circuler un regard froid et fatigué sur mes 4 amis. Puis, je tendis simplement la main vers eux, afin de permettre à ces derniers de terminer leur raisonnement dans le calme et la sérénité. Ce que je veux dire, c'est que, si je comprends parfaitement les doutes de Le Borgne, et que je suis tout à fait d'accord avec lui sur le fait qu'il va nous falloir faire quelque chose pour ce Eldest Grisbrum, je pense tout de même que Francesca Scodelario a, de près ou de loin, un rôle à jouer dans cette histoire. C'est la raison pour laquelle je propose, en toute modestie bien sûr, que l'on envisage un plan pour nous défendre de ces potentielles manigances. Voilà tout. Assura Luther d'une voix légèrement tremblante et manquant d'assurance. Ouais. Et de mon côté, si je dis pas qu'il y a moyen que Scodelario soit impliqué dans l'affaire, je maintiens qu'à mon avis, c'est le Grisbrum qu'il va falloir aller voir en priorité, affirma à son tour le borgne. Observant l'état de passivité de William et Helena vis-à-vis de la situation, dont les regards ne tardèrent pas à se poser sur moi, attendant certainement une réaction de ma part, je me remis à écrire une nouvelle note sur mon petit carnet. J'en déchirai la page, puis demandai à Helena de se lever pour la porter à son frère. La jeune femme obéit sans discuter, et Luther se mit à lire à haute voix, après s'être raclé la gorge. De toute évidence, mes amis, celui ou celle derrière tout ça cherche à diviser pour mieux régner. Pour sortir vainqueur de cette épreuve, nous allons devoir prendre notre ennemi à son propre jeu en restant unis face à l'adversité. C'est un fait, nous ne pouvons pas faire pleinement confiance à Francesca Scodelario, et encore moins à ce Eldest Grisbrum. La proposition que je vous soumets maintenant est un pari risqué, mais il est, je le pense, l'unique moyen pour nous de savoir qui est derrière tout ça. Tout d'abord, il va nous falloir entrer en contact avec le Haut-Elfe, essayer de gagner sa confiance, puis, plus nous serons proches de lui, plus nous pourrons faire le lien entre ses objectifs et la situation. Pour Scodelario, je me chargerai d'entretenir notre relation épistolaire sur le long terme, jusqu'à ce que je puisse réclamer une nouvelle rencontre. C'est à ce moment-là que nous pourrons savoir si elle a un rôle à jouer là-dedans ou non. Il y a un problème par contre, souleva le borgne. Comment on fait pour approcher l'elfe s'il ose même pas venir ici dans le cas d'une réunion ultra sécurisée? Il va falloir aller le chercher chez lui, sur son terrain, dans le nord. Si jamais nous parvenons à pénétrer son bastion, nous pourrions obtenir de lui tout ce que nous voulons, que ce soit une alliance ou des explications. D'après ce que j'ai entendu dire de lui, ce pleutre tient beaucoup trop à sa vie pour opposer la moindre résistance s'il se sent trop menacé, répondis-je à l'écrit. Ouais, c'est bien beau tout ça, reprit William. Mais de ce que vous avez dit, le type est vachement bien entouré. Des gardes du corps partout, sur des terres inhospitalières. Ça donne pas trop envie d'aller passer des vacances là-bas, si vous voyez ce que je veux dire. Ça ne coûterait rien de lui envoyer une simple missive, lui demandant ce qu'il souhaiterait en échange d'une entrevue des plus cordiales. Nous aurions alors de quoi l'approcher d'assez près pour passer le pacte, proposa Luther.
Le souci, c'est qu'on pourra faire entrer au maximum 3 personnes chez lui. Ce sera certainement pas assez, conclut le borgne. Le plan ne semblait pas avancer. Chaque fois que quelqu'un proposait quelque chose, un point revenait sur la table nous empêchant de concrétiser le tout. Je balayai alors la salle des yeux, espérant qu'un élément me reviendrait en tête et me permettrait de nous sortir de l'impasse. Je ne vis rien dans les premières secondes, puis quelque chose me sauta alors aux yeux. C'était un espèce d'angle en papier qui ressortait de la poche gauche du long manteau brun de Luther. Je me souvins alors du message de Le Borgne m'affirmant qu'il avait repéré un émissaire quitter le palais de Scodelario pour rejoindre le chemin menant à l'ouest du royaume. Il suspectait qu'elle était envoyée pour s'entretenir avec Luther. Si tel était le cas, je comptais bien lui faire cracher le morceau. Je fis ainsi coulisser l'une de mes notes jusqu'à lui, le sommant de me présenter son rapport. Je lui demandai de ne mettre aucun détail quant à ce que le messager de la marquise lui avait dit. Il soupira. « Il ne m'a rien dit à proprement parler, m'expliqua-t-il. En réalité, à l'instar d'Helena, il m'a simplement porté en main propre une lettre, apparemment rédigée par la belladonna elle-même. Il m'a demandé de vous la remettre dès que je vous reverrai. Seulement, je n'arrive pas à faire confiance à cette femme. La situation me semblait déjà assez délicate pour en rajouter encore davantage. Je me suis dit qu'il valait mieux faire disparaître cette missive pour ne pas qu'elle ne nous emmêle encore plus l'esprit. Mais si vous souhaitez malgré tout la lire, monsieur S., alors je vous la remettrai tout de même sans plus tarder. » C'était la première fois que Luther me cachait quelque chose. C'était la première fois qu'il prenait les devants et choisissait à ma place ce qu'il jugeait être le mieux pour le gant noir. Et hélas, ce ne sera pas la dernière. Là où Huntington n'osait jamais rien faire de lui-même, Luther, lui, prenait beaucoup trop d'initiative tout seul. Il pensait que mon jugement manquait de pragmatisme, et se considérait comme le seul à voir véritablement ce qui était bon pour nos affaires. Malgré tout, je choisis de ne pas le punir pour son zèle. La situation était déjà trop instable pour créer plus de tension dans notre propre groupe. Et puis, je sentais dans son regard, et dans sa voix, qu'il ne faisait pas ça pour nous nuire, bien au contraire. À ses yeux, c'était la meilleure chose à faire pour que nous parvenions à accomplir nos objectifs. Néanmoins, je pense a posteriori qu'il aurait peut-être mieux valu que je le fasse. Sans être trop dur avec lui, j'aurais dû lui faire comprendre plus explicitement qu'il lui en coûterait de la jouer en solitaire, omettant volontairement de me révéler telle ou telle information, pour le bien du gant noir. Il apprendra d'ailleurs à ses dépens, 20 ans plus tard, lorsqu'il s'en prendra, sans m'en avoir parlé au préalable, à la mère d'un jeune homme du nom de Jacob, qu'il désirait punir pour avoir quitté le gant noir, et qui finira inexorablement par lui scinder la tête en deux, à l'aide d'une scie circulaire. Ainsi, c'est un Luther désemparé qui me remit en main propre la missive de Scodelario, que j'ouvris sans perdre plus de temps. Lorsque nous la découvrîmes, beaucoup de mots nous vinrent en tête. Ce qu'on ne pouvait pas dire, en revanche, c'est que cette dernière ne tombait pas à point nommé. À vrai dire, c'était comme si l'intégralité de la discussion que nous venions de tenir venait de remonter aux oreilles de la belladonna, et que, dans sa grande générosité, elle nous adressait la solution miracle pour régler tous nos problèmes d'un coup de baguette magique. « Mes hommages, monsieur S. J'espère que vous vous portez bien et que vos affaires vont pour le mieux. De mon côté, je ne vous cache pas que depuis notre dernière rencontre, tout semble me sourire. La guilde a été ravie d'intégrer votre ravissante petite Mélanie en son sein. Je sens déjà que cette jeune fille a un véritable potentiel. Les portes vous seront bien entendu ouvertes afin que vous puissiez constater quotidiennement de ses progrès comme convenu. Cela dit, ce n'est point la raison principale du message que je vous envoie aujourd'hui. J'ai, en effet, cher monsieur, l'honneur de vous annoncer que notre projet d'autorisation est officiellement approuvé par Sa Majesté le roi de la cour de Gostarboros. Notre allié, le comte Auguste Adhémar, a fait un travail remarquable pour la faire accepter. Notre petit commerce débutera donc dès le lendemain du jour où je vous écris cette lettre, et ce, dès la première heure. Sachez néanmoins que je désire, et ce le plus tôt possible, refaire affaire avec vous. Je crois me souvenir que vous désirez retrouver un Le Borgne afin de former le jeune homme qui gardait la porte de votre bureau. Figurez-vous que j'ai mené l'enquête de mon côté, afin de savoir comment obtenir l'allégeance de celui au service d'Eldeth Grisbrum, dont je vous avais déjà parlé. Je suis aujourd'hui en mesure de vous assurer ses services. En tant que mentor, pour le jeune William, je ne vous demanderai en échange que de me rapporter le colis qu'il emportera avec lui. Rien de plus. Les portes de mon palais vous sont d'ailleurs toujours ouvertes si jamais vous souhaitez discuter avec moi en face à face, en vous souhaitant une merveilleuse journée et en espérant que nous nous reverrons très bientôt. Francesca Scodelario. Comme par hasard, s'exclama Luther. Eldeth Grisbrum, qui revient sur le tapis une fois de plus. C'est un piège, monsieur S. Elle a eu ce qu'elle voulait obtenir de vous,
et maintenant elle va en finir. C'est beaucoup trop dangereux, n'y allez pas. Dis donc, Luther, tu parles beaucoup, je trouve, pour quelqu'un qui nous fait ce genre de petite cachotterie, s'exclama le borgne. Monsieur S, tenta de dire Helena avant d'être coupée par son frère, c'était pour le bien du gant noir, et ce message tente à prouver que j'avais raison. Je crois que t'as assez fait de vagues aujourd'hui, Luther. Ferme-la maintenant. S'il vous plaît, insista-t-elle. Ma position au sein du gant noir me force à conseiller Monsieur S, quoi qu'il arrive. Et mon poing dans ta gueule, tu veux connaître sa position dans le conseiller? Ça suffit, vous deux! Hurla alors Helena. Il était tellement inhabituel de sa part de hausser le ton comme cela, que nous restâmes tous cloués à notre siège, sans laisser la moindre parole s'échapper. Elle reprit. Si vous voulez bien me laisser parler pour une fois, je tiens à faire remarquer à tout le monde qu'il y a quelque chose d'écrit au dos de la lettre en petits caractères. En effet, en retournant la missive de la marquise, je constatai qu'un autre court message figurait sur cette dernière. PS. Ne jetez pas l'enveloppe, il y a un petit cadeau à l'intérieur, en espérant que vous vous en serviez pour me rendre visite quand vous le pourrez. Je me saisis aussitôt de l'enveloppe, que j'avais massacrée pour en extirper le message qu'elle contenait. Je passai délicatement ma main à l'intérieur, et je sentis alors une forme ovale, aussi solide qu'une pierre. C'était quelque chose de minuscule, pas plus grand qu'un galet. Avec une grande précaution, j'en sortis doucement une petite pierre couleur bleu-gris. C'était une gemme à n'en point douter. Seulement, j'ignorais encore quelle était sa particularité. Francesca s'était donné la peine de noter qu'elle me serait utile pour lui rendre visite. Ça avait donc à voir avec l'idée de déplacement. Évidemment, aucun de mes alliés autour de la table n'était expert en la matière. Il me fallait donc procéder par tâtonnement. J'avais beau essayer, je ne parvenais ni à me téléporter, ni à accélérer ma vitesse. Je repensai alors à la raison qui l'aurait poussée à m'offrir cette gemme. Elle voulait que je lui rende visite, en sachant pourtant pertinemment que la politique de M. S était de ne jamais risquer sa vie en se déplaçant quelque part en personne. Une idée me vint alors en tête. Je quittai la table quelques instants pour m'approcher de la grande porte d'entrée de notre quartier général sous les regards intrigués de mes 4 amis. J'installai la gemme au centre de ma paume, puis fermai les yeux. Je m'imaginai sur la chaise que je venais de quitter en bout de table, et lorsque je rouvris les yeux, j'aperçus mon reflet sur cette dernière. Il se tenait dans la même position que moi, bougeait en même temps que moi, et semblait regarder ce que je regardais. Luther, Helena, le borgne et William n'en revenaient pas. C'était la première fois qu'ils voyaient une magie de la sorte à l'œuvre. En me rapprochant de cette illusion, je tentais de voir si elle était palpable ou non, en passant ma main à l'intérieur. Le reflet tendit également la main, suivant mon mouvement. Seulement, j'avais l'impression de ne rien toucher. C'était comme si mon bras passait à travers un courant d'air, sans pour autant déformer cette image rémanente. Je refermai alors mon poing sur la gemme, la désactivant, ce qui fit disparaître mon double. Je réalisai alors que je venais tout juste d'acquérir une gemme holographique. Ces cristaux étaient extrêmement rares, seulement 7 de ces petites merveilles étaient recensées à l'époque. Extrêmement utiles, et parfaites pour être à plusieurs endroits en même temps, l'une d'entre elles deviendra très vite l'outil préféré d'un certain professeur Arsène, plus connu sous le modeste sobriquet de roi des voleurs, mais là encore c'est une autre histoire qui n'a pas lieu d'être narrée pour l'instant. La seule chose qui importait alors à mes yeux, c'était de tirer au clair toute cette histoire, et cette gemme allait m'y aider quoi qu'il arrive. À défaut de mieux, nous choisîmes de privilégier l'inaction. Pour l'instant, nous avions trop peu d'éléments pour nous engager sur n'importe lequel des deux fronts. Nous fîmes ainsi le choix de la prudence. La confiance en la belladonna n'était pas assez présente pour que nous nous mettions à sauter tête baissée dans le premier plan qu'elle nous proposait. Il valait mieux attendre et rester sur nos gardes le temps de peaufiner notre plan d'action. Je chargeai ainsi chacun de mes plus proches collaborateurs de revenir dans une semaine, avec chacun une idée de quoi faire, maintenant que les enjeux étaient fixés. Tant que nous n'étions pas certains de qui était derrière tout ça, il était devenu trop risqué d'entreprendre la moindre action offensive contre qui que ce soit. Il nous fallait tirer tout ça au clair, et ce le plus tôt possible. En revanche, il m'était de plus en plus difficile de me sortir de la tête la proposition de Francesca. Après tout, elle semblait déjà savoir quoi dire au le borgne au service de Grisbrum pour le convaincre de terminer sa formation de William. De plus, elle avait ajouté qu'il viendrait accompagné d'un colis à lui ramener. Que pouvait-il bien contenir? Impossible de deviner. Cela pouvait être à la fois tout et n'importe quoi. En la lisant, j'avais pourtant l'impression qu'elle était déjà absolument certaine de mon accord. Seulement, ce qui me dérangeait, c'était justement que ce plan nous arrangeait beaucoup trop pour qu'il soit honnête. En échange d'un simple paquet à lui remettre,
nous réussirions à la fois à trouver un mentor pour William, retirer son principal atout défensif à Eldred Grisbrum, et ainsi nous donner l'opportunité d'envoyer tous nos meilleurs éléments chez lui pour obtenir son adhésion au sein du Gant Noir de gré ou de force. Cela nous assurerait ainsi le contrôle quasi total du Nord, dernier bastion qui n'avait pas encore cédé au Gant Noir. En somme, tous mes problèmes se régleraient d'un seul coup. Tout ce que j'avais à faire, c'était d'accepter le plan de Scoldelario sans poser de questions. D'un côté, je me disais que nous étions alliés, et que par conséquent le succès du Gant Noir signifierait son succès à elle aussi, et donc qu'elle en profiterait. Mais d'un autre côté, je craignais la stratégie du pompier pyromane. Si jamais la belladonna éteignait un feu qu'elle avait elle-même allumé, elle serait finalement la seule vraie gagnante de l'histoire. La victoire du Gant Noir, en revanche, ne serait qu'illusoire. Nous nous serions débarrassés d'un ennemi invisible, là où elle aurait véritablement quelque chose de concret à son actif. En d'autres termes, si nous nous mettions à croire à une fiction qu'elle a elle-même conçue et dont elle tirerait toutes les ficelles, nous deviendrions rien de plus que des pantins qu'elle mènerait à la baguette. Et je craignais bien trop que cela n'advienne pour me risquer à tomber dans le panneau. Peut-être une certaine forme de paranoïa commençait alors à s'installer en moi, mais je refusais de croire en la facilité. Toute cette série d'événements, de noms et de services, était tout simplement trop bien rodée pour me paraître crédible. Ma décision avait été prise, et elle était irrévocable. La proposition de la marquise du Sud avait été entendue, mais nous restâmes sur nos positions. Jusqu'à notre prochaine réunion, nous attendrions d'en savoir plus, et de voir comment les choses allaient évoluer avant d'agir. Quelques jours passèrent, puis une nouvelle semaine commença à Kursk. Une semaine pas comme les autres, pour ainsi dire. Le lundi, tout le monde au village avait eu vent de la nouvelle concernant cette récente obligation de posséder une autorisation par personne. La nouvelle s'était rapidement ébruitée que l'incapacité à présenter ces documents entraînerait instantanément une peine de prison. Le mardi, les autorisations venaient d'entrer en circulation. Certains parmi les villageois en avaient déjà entre les mains. Je vis ainsi pour la première fois à quoi ressemblaient ces dernières pour de vrai. Le mercredi, j'aperçus mon père ranger 3 documents dans le vieux coffre de sa chambre. Il s'agissait de mon autorisation et de celle de mes parents. Nous venions alors tout juste de les recevoir. Le jeudi, nous entrions dans la date limite. C'était le dernier jour où l'on pouvait se procurer une autorisation. Une fois ce jour passé, plus aucune absence de ces dernières n'était tolérée. Le vendredi, c'était le jour des premiers contrôles à domicile. Quelques gardes venaient faire le tour des maisons du village afin de s'assurer que tout le monde avait son autorisation. La première semaine fut la plus difficile à passer. Cette situation nouvelle d'angoisse constante n'était pas du goût de tout le monde. Une poignée de réfractaires fut même arrêtée et conduite au bagne dès les jours qui suivirent. Bien sûr, quelques-uns parmi eux n'avaient tout simplement pas leur autorisation le jour du contrôle, mais il en était également d'autres qui, malgré le fait qu'ils fussent aperçus avec une autorisation en main quelque temps auparavant, ne purent présenter cette dernière le jour où les gardes vinrent frapper à leur porte. Le doute n'avait plus lieu d'être. Les autorisations créées par la belladonna s'étaient bel et bien répandues aux 4 coins du royaume. Kursk ne faisait ainsi pas exception à la règle. Son plan avait fonctionné. Je m'en joins de ce fait très vite à lui écrire pour la féliciter. Je ne me perdis pas dans les détails. Un message sobre et court qui n'apportait aucune réponse directe à sa dernière proposition. Sa réponse ne tarda pas. Sachant que nous ne pouvions plus faire pleinement confiance à Luther pour nous remettre les missives de la marquise, c'est Helena qui se chargea elle-même de me transmettre le courrier. Chaque nouvelle lettre déchiffrée représentait un certain défi. Il me fallait m'en débarrasser très vite, et en même temps bien analyser chaque terme employé, chaque virgule et chaque espace laissé volontairement à l'intérieur. C'était l'une des petites spécificités de Scodellario. Elle aimait faire des sous-entendus dans ses lettres, et permettre à ses lecteurs de comprendre certaines choses s'ils étaient assez attentifs. Son message fut le suivant. Mes hommages. Mon très cher monsieur S., vos compliments me sont allés droit au cœur. Il est si rare de nos jours de rencontrer un homme aussi courtois et bon que vous. Sans votre aide, je sais que jamais je ne serais parvenu au doux rêve que je chérissais depuis si longtemps déjà, et qui devient réalité aujourd'hui. Grâce à vous, d'ici quelques semaines, j'aurai assez de pouvoir pour reprendre ce qui m'est dû, et en tout bien tout honneur, mettre ce dernier à disposition du Gant Noir. Nous sommes, à partir d'aujourd'hui, liés dans nos histoires respectives. Tel un ange gardien, vous m'accompagnez dans mes pensées et dans mes petits tracas du quotidien. Et j'espère, peut-être très naïvement, j'en conviens, qu'il en va de même pour vous. Mon très cher ami, je me sens redevable envers vous pour tout le bien que vous avez fait pour moi. Après tout, vous n'aviez qu'une seule demande, celle de former vos 2 jeunes Leborgne, et je n'ai même pas été capable de la respecter pleinement. C'est pourquoi
je maintiens la proposition que je vous ai formulée ultérieurement. Je compte même y apporter un petit supplément, remarquant que vous n'aviez pas daigné y répondre lors de votre dernière missive. Peut-être mon interprétation est-elle erronée, mais je vous prie de bien vouloir vous imaginer à quel point il est dur pour moi de rester dans le flou en ce qui concerne vos plus profonds désirs. Ce que je souhaite plus que tout au monde aujourd'hui, c'est d'être aussi bonne avec vous que vous ne l'avez été avec moi. Aussi, comprends-je que vous avez peut-être beaucoup à faire en ce moment, et n'avez donc guère le temps pour vous occuper d'Eldeth Grisbrum et de son Leborgne. Voilà donc ce que je vous propose. Envoyez votre Leborgne et son neveu près de Kreunsberg dans 2 jours. C'est une modeste bourgade non loin d'ici, située à la frontière entre le nord et l'ouest du royaume. Une petite surprise vous y attendra. N'hésitez d'ailleurs pas à utiliser le cadeau que vous avez dû recevoir lors de ma dernière lettre pour assister vous-même à la scène si vous le désirez. Rappelez-vous simplement qu'il ne vous suffit pas de vous imaginer un endroit, il vous faut vous imaginer aux côtés d'une personne pour que cela fonctionne. Enfin, vous le saviez probablement déjà, vous êtes un homme tellement brillant, et si en plus de cela, vous pouviez me rapporter le petit colis que je vous avais fait mention la dernière fois, vous seriez un amour. Je n'ai plus mon très tendre ami qu'à vous souhaiter une merveilleuse journée à vous et à tous vos proches. Votre dévouée Francesca Scotellario. Cette lettre-là était beaucoup trop importante et fournie pour que je m'en débarrasse avant de l'avoir présentée à mon équipe. Je la rangeai donc dans mon carnet, et je prévins Helena de reconvoquer tout le monde pour le lendemain soir. Nous n'avions pas une journée à perdre. Assemblé une fois de plus autour de notre table, je fis circuler la lettre de la marquise entre les mains de chacun de mes alliés. Tous la lurent 1 fois, 2 fois, 3 fois pour les plus sceptiques. Au risque de me répéter, tout cela m'a l'air d'un piège qui pourrait bien lancer tout le reste de son plan infernal pour tous nous enterrer, souligna Luther. Ça me tue de le dire, mais cette fois, je suis d'accord avec lui, avoua le borgne. Très honnêtement, j'ai comme l'impression qu'elle essaie de vous forcer la main pour vous occuper de ce Grisbrum. On a choisi de ne rien faire du tout pour l'instant. Ça a dû la surprendre et maintenant elle tente de vous attirer dans sa toile. Je ne conseille pas de faire ce qu'elle dit. D'autant plus qu'elle a bien précisé qu'il fallait nous emmener, moi et mon oncle, soit 2 de vos meilleurs protecteurs, pour qu'on se rende à Perpète-les-Bains, et qu'en plus on prolonge notre séjour pour aller lui apporter un colis dans le sud. Si vous voulez mon avis, elle cherche à nous éloigner de vous, affirma William de plus en plus suspicieux. Ils avaient tous les 3 raison de se méfier d'elle et de son message. Seulement, il était un point qu'ils semblaient tous oublier. Francesca comptait déjà passer à l'acte, avec ou sans nous. Nous n'avions aucune idée de ce qu'elle comptait faire, ni de ses réels motifs pour agir. Tout ce que nous savions, c'est qu'elle avait une surprise pour nous, et qu'elle serait de toute façon à Kreunsberg, quoi qu'il arrive. De ce fait, la meilleure façon pour nous de comprendre ces manigances restait de jouer le jeu, pour l'instant. Précisons, de jouer le jeu à moitié. Oui, il nous fallait nous rendre là-bas de toute façon. Oui, il fallait y envoyer l'un des 2 Leborgne pour vérifier la nature de cette surprise. Non, nous n'allions pas y envoyer les 2 en même temps. Cela renverrait à s'exposer. Et non, nous n'allions pas lui ramener ce colis sans vérifier ce qu'il y avait à l'intérieur au préalable. J'hésitais encore quant à l'utilisation de la nouvelle gemme que je venais d'obtenir. Faisant part à l'écrit de mes impressions sur le sujet, je cherchais à avoir un nouvel avis de la part de mes collaborateurs. Je les sentis hésitants. « C'est risqué, monsieur. Bien sûr, si vous pensez que le jeu en vaut la chandelle, alors je n'ai pas à m'opposer à votre décision. Toutefois, je vous conseille de me faire preuve de prudence. Nous ne savons pas ce qui se trame dans l'esprit de cette femme, m'avertit Luther. En vrai, il y a bien un truc d'envisageable. Scodellario s'attend à nous voir là-bas, William et moi. Elle va être servie. Sauf que le seul qui sera vraiment là, ce sera mon neveu préféré. Avec votre permission, monsieur S., c'est moi qui utiliserai votre nouveau joujou pour me rendre là-bas sans y être vraiment pour de vrai. Et vu que cette chère Francesca a eu la gentillesse d'expliquer plus en détail comment ce truc marchait, je n'aurais qu'à m'imaginer aux côtés de William pour être à Kreunsberg, tout en restant près de vous au cas où quelque chose se passerait pas comme prévu. De votre côté, vous aurez qu'à rester proche de moi pour suivre la conversation. Je vous ferai un rapport plus détaillé après, mais au moins comme ça vous saurez tout ce qui s'est dit de mon côté, proposa le borgne. Ce n'est pas une mauvaise idée du tout, le borgne, mais ça signifierait qu'on enverrait William seul là-bas, et alors que son entraînement n'est pas encore tout à fait terminé, releva l'ancien détracteur. Vous en faites pas pour ça, j'ai peut-être que 13 piges, mais je sais encore lire une carte et me débrouiller tout seul. Si c'est les mêmes débiles que la dernière fois qui me tombent dessus, de toute façon, dites-vous que j'ai pas grand-chose à craindre.
affirma le jeune Le Borgne impétueux. C'est encore à monsieur S de décider. Alors, qu'en dites-vous? Cela me semblait être un bon plan. Nous profiterions de l'initiative de Scodelario sans pour autant faire exactement ce qu'elle attendait. Bien sûr, nous ne savions toujours pas exactement ce qui risquait d'advenir là-bas. Mais le temps de l'inaction était révolu. Nous n'avions d'autre choix que de prendre le risque. Si jamais les choses se passaient bien, et qu'il s'avérait que la belladonna jouait franc jeu depuis le début, nous avions l'occasion de régler pratiquement tous nos problèmes sans bouger d'autre petit doigt que celui de William. Et si la situation commençait à nous échapper, alors il nous faudrait nous adapter, comme pratiquement à chaque fois. Nous fîmes monter le jeune Le Borgne sur le destrier de son oncle, et lui souhaitâmes bonne chance. Il chevaucha ainsi sa monture, galopant entre plaine et forêt. Sous la blanche lumière de la lune, son long périple le mènerait bientôt au petit village de Kreunsberg, là où son destin l'attendait. Lorsque nous nous réunîmes une fois de plus le lendemain, nous ressentîmes tous, en nous, un mélange d'impatience et de légère angoisse à l'idée de ce qui allait se produire d'ici quelques dizaines de minutes. Le Borgne tenait son rôle. Il s'imaginait à chaque demi-heure qui s'écoulait aux côtés de son neveu. Il suivait avec attention son parcours équestre. Du nôtre, Luther, Helena et moi-même, nous étions lancés dans une petite partie de cartes en attendant que l'heure fatidique n'advienne. C'était la première fois que nous jouions ensemble. Ce n'était d'ailleurs vraiment pas très désagréable. J'aimais beaucoup ces quelques rares instants de divertissement. Seulement, comme toutes les bonnes choses, il convient de ne pas en abuser. Je n'ai d'ailleurs nul souvenir de m'être amusé avec eux à aucune autre reprise. C'était la seule fois. Quoi qu'il en soit, nous restâmes ainsi là où nous étions, mettant à rude épreuve toute notre ténacité. Les heures s'écoulèrent, nous attendîmes. Cela nous sembla durer une éternité. Nous commencions lentement mais sûrement à perdre patience. Soudain, nous vîmes Le Borgne se lever brusquement de sa chaise. Son mouvement fut si brusque que cette dernière tomba à la renverse sous l'impulsion. Il avança alors droit devant lui, adoptant une marche lente et assurée. Son seul œil valide rayonnait d'une vive lueur bleu-grise. Il ne semblait alors même plus percevoir ce qu'il y avait devant lui. C'était comme s'il venait tout juste d'être coupé du monde qui l'entourait. Il était alors le seul à voir un spectacle qui se déroulait bien loin d'ici. Le vacarme qui venait de résonner dans la salle suite à cette chute nous indiqua que la rencontre était sur le point de commencer. Nous nous rapprochâmes ainsi en vitesse de lui, afin de ne pas perdre le moindre mot de ce qui allait se dire. Luther se saisit de son calepin, d'une plume, et débuta sa prise de notes. De mon côté, je préférais tendre l'oreille et ne pas perdre une miette de la conversation, ou devrais-je dire, du monologue, qui se déroulait devant nous. Le Borgne faisait du surplace. Il avait ses mains dans ses poches, et sembla rester quelques instants sans rien dire. Son expression faciale changeante nous laissait néanmoins deviner que son interlocuteur s'adressait à lui en ce moment même. Alors, il ouvrit la bouche, et prononça enfin de premiers mots. « Salut, Conrad. Je t'ai pas trop manqué, j'espère. » Ce fameux Le Borgne au service d'Eldad Grisbrum, c'était Conrad Le Borgne. Francesca n'avait pas menti. Il était bel et bien là. Elle était parvenue à le convaincre de se rendre ici. Préférant éviter de crier victoire trop vite, je continuai de tendre l'oreille, tandis que j'entendis Helena questionner son grand frère, à voix basse. « Tu sais qui c'est, ce Conrad, toi ?»« Chut, silence, Helena, j'essaie d'écouter, » lui répondit-il en chuchotant, prenant ses premières notes. Le Borgne reprit alors. « Oh, tu sais, si j'en voulais à tous ceux qui ont essayé de me tuer, je irais bientôt la terre entière. » Un long silence. « Ouais, c'est bien ça. Je te présente William, c'est le petit Gaius, et ton nouvel élève. » Nous restâmes suspendus à ses lèvres. Le visage qu'il allait bientôt afficher nous suffirait pour comprendre si Conrad comptait se montrer coopératif ou non. Étonnamment, ce fut un visage surpris que nous vîmes adopter. Pas nécessairement du fait d'une mauvaise surprise, cependant. « Édouard, tu dis ? Bah, je vois pas où est le problème. Maintenant que tu sais où chercher, tu peux emporter William avec toi et le former sur la route, non ? » Édouard. Édouard Le Borgne ? Il savait donc où le trouver à présent ? Lui qui le cherchait depuis si longtemps avait enfin fini par retrouver sa trace ? Francesca. Voilà comment cette petite futée avait procédé pour le faire venir ici et le convaincre d'abandonner Grisbrum. Elle lui a tout simplement offert ce qu'il voulait savoir. C'était d'ailleurs très certainement pour cela qu'elle avait choisi de rejoindre le haut elfe en premier lieu. Ouais, je sais, Conrad, je sais bien, mais un marché est un marché.
Et tu suffiras pas de lui ramener son colis pour que Scodelario te donne l'adresse du village où elle l'a aperçu pour la dernière fois. Il faudra dans tous les cas que tu y ailles avec William, sinon le marché est caduque. Dis-toi que, si tu le formes assez bien, il pourra même t'aider pour tes recherches. Tu peux toujours en profiter pour faire une pierre de coups et continuer son entraînement tout en poursuivant ta petite enquête. Nous croisâmes alors nos regards, Helena et moi. On ne pouvait pas dire que nous étions très confiants sur la finalité de la situation. Et pourtant, je savais que je pouvais compter sur toi, Conrad. Nous soufflâmes alors un bon coup tous les trois. De ce que nous en avions compris, le nouveau mentor de William venait tout juste d'accepter de tenir son rôle. Une libération pour nous. Nous restâmes cependant tous comme figés sur place, trop happés par ce que notre imagination nous laissait nous figurer pour ne pas rester jusqu'à la fin. J'y manquerai pas. Ah, au fait, c'est le colis que t'es censé ramener à Scodelario qui a dans cette caisse? M'en veux pas, Conrad, mais il faut que je vérifie s'il y est bien, et que t'as pas mis autre chose à l'intérieur. Tu connais la chanson. Tu peux t'en charger pour moi, William? Je sentis alors mon cœur commencer à battre de plus en plus fort dans ma poitrine. Que pouvait bien être ce fameux colis? Sur l'infinité de possibilités, ce qui me parut le plus probable était une gemme rare, ou un moyen de détecter ces dernières, peut-être. Nous aperçûmes, alors, tous l'œil de Le Borgne s'ouvrir en grand. Il semblait tenter de camoufler, aussi bien qu'il le pouvait, un air surpris. Malgré tout, il procédait à un petit mouvement de recul, au moment où il sembla découvrir ce qu'il y avait dans cette boîte. « Ah ouais, la vache !»« Bon, eh ben, j'ai plus qu'à vous laisser ramener le colis à Scodelario, tous les deux. Ça m'a tout l'air d'être bel et bien ce qu'elle réclamait. »« Bon travail, Conrad. » Le malappris. Avait-il oublié que nous étions toujours là, derrière lui, ou bien était-ce une volonté propre de sa part pour nous tenir en haleine plus longtemps? Je dois dire que l'un comme l'autre, je fus assez contrarié de constater que le mystère n'était toujours pas percé par sa faute. Bonne chance à toi aussi, petit. La prochaine fois qu'on se reverra, je veux te voir me botter les fesses comme convenu. Je compte sur toi, Conrad, pour respecter ta promesse. Forme-le bien. En te souhaitant de retrouver mon cher cousin et ta filleule, vieille branche. Il procéda ainsi finalement à quelques pas supplémentaires de façon à s'éloigner d'eux. Puis, il s'immobilisa. Il referma alors à nouveau son poing sur la gemme holographique, désactivant cette dernière. Son regard revint instantanément à la normale. Après quelques clignements d'œil, il nous dévisagea les uns après les autres. Il s'apprêtait à nous tenir informés des grandes découvertes qu'il venait de faire. « Vous ici ?» plaisanta-t-il. « Allons, Le Borgne, ne perdons pas de temps, je te prie, » s'impatienta Luther. « Oh là là, si on peut même plus rigoler. » Bon alors, comment dire? En gros, les bonnes nouvelles, c'est que William va pouvoir terminer sa formation, que Scodelario a pas menti, et que Conrad compte lui aussi la jouer réglo. Si tu parles de bonnes nouvelles, ça signifie sûrement que tu en as aussi des mauvaises. Quelles sont-elles? Lui demandai-je à l'écrit. Oh, je sais pas si j'irai jusqu'à parler de mauvaises nouvelles. Je pense plutôt que je parlerai de nouveaux facteurs à prendre en compte, tout simplement. Je lui jetai aussitôt un regard désabusé. Nous n'avions pas le temps à perdre avec ses traits d'esprit. Comprenant qu'il nous avait assez tenus en haleine comme ça, il finit par reprendre son sérieux. Pour vous la faire courte, disons simplement que même si notre amie Francesca ne nous l'a pas mise à l'envers sur le coup, l'initiative qu'elle vient de prendre toute seule, comme une grande, de son côté, et sans prévenir qui que ce soit, risque de faire pas mal de vagues et de dégâts collatéraux, si vous voyez ce que je veux dire. Avec ce qu'il y a dans le colis qu'elle vient de faire livrer, les jours qui viennent vont pas être de tout repos, c'est moi qui vous le dis. Après, si on voit le verre à moitié plein, au moins on peut se dire que, entre le départ de Conrad et ce qu'il y avait dans la caisse à livrer, on n'a plus vraiment à craindre de Eldad Grisbrum. Pourquoi? Qu'y avait-il dans ce colis? Eldad Grisbrum,